Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier podcast Nikaya entre coachs de Nikaya Powerlifting. Tous les vendredis sur YouTube et Spotify, vous aurez donc un podcast axé sur la performance en force athlétique. On n'est pas là pour faire du gossip ici, on est juste là pour parler de notre passion, comment on la programme en tant que coach et comment on la pratique en tant qu'athlète. Toutes les semaines, on vous fera interagir comme on vous a déjà fait interagir sur Instagram en préparation à ce podcast. Vos questions, vos réflexions seront mises en avant à l'antenne, si on peut dire ça comme ça. Moi, je m'appelle Andrea, je suis le fondateur de Nikaya Powerlifting et je suis avec Johan, coach principal de notre structure de coaching. Comment vas-tu, Johan? Je suis en pleine forme et toi? Bah, écoute, impeccable. Aujourd'hui, on va parler de principe de résilience en force athlétique. C'est un sujet vaste mais qui m'est cher. Aujourd'hui, on va surtout parler de comment durer en force athlétique, savoir durer dans notre pratique. On va aborder ça dans deux dimensions. La dimension physiologique, donc tout ce qui a trait au physique. Donc ça va concerner l'entraînement, la programmation, évidemment la gestion forcément des douleurs, des blessures, ça rentre dans la conversation. Et une partie plus psychologique, on va parler d'adhérence à la programmation, de gestion des périodes de blessures, mais sur le versant psycho, et le rapport à la performance, et si on a encore un petit peu le temps, de la gestion du lifestyle, de l'intégration de la force athlétique à notre style de vie, c'est quand même un sujet. On va se limiter à 1 heure maximum sur ce format de podcast, pour que ce soit simple à écouter, assez fourni, mais pas trop longué non plus. On n'est pas là pour faire une thèse. Donc voilà, on va se lancer sur ce sujet. Est-ce que tu es prêt, Johan? Je suis prêt. Dans un premier temps, on va cadrer un petit peu le sujet. On part du principe qu'on est un sport de force. Qui dit sport de force dit maturité tardive dans la performance. Donc par essence, si on veut exploiter son potentiel en force athlétique, il faut savoir durer. En contrastant un petit peu tout ça, on a quand même un sport dans sa version actuelle qui est très jeune. Et l'objectif, pour nous en tout cas, et à travers ce podcast et tout notre contenu, c'est faire prendre un petit peu en maturité à ce domaine. Quand bien même nous aussi on est jeunes, mais on a quand même un petit peu de pratique derrière nous. 5 ans pour moi. Johan, toi, tu es sur Ça fait 3 ou 4 4 ans ans, de ouais. pratique maintenant? 4 ans, voilà. Et plus de 2 ans de coaching. Donc voilà. Un autre point, c'est qu'on est un sport à haut taux de répétition spécifique. Donc on est toujours sur nos 3 mouvements, on les répète beaucoup, il y a du volume. Donc la relation à la douleur et aux blessures, il est un petit peu différent de certains autres sports. Bah écoute, on va commencer tout de suite avec la dimension physio, la partie de l'entraînement, à moins que tu aies une réflexion en introduction dont tu veux nous faire part. Ouais, c'est ça. Là, quand on parle de durée dans le sport, on parle pas. En fait, on s'adresse pas à des gens qui ont 6 mois de pratique et qui sont encore dans leur phase d'apprentissage et qui récoltent encore les premiers bénéfices des toutes premières adaptations d'apprentissage technique et de première coordination. Et passer ce plateau-là, ce palier-là, vous allez vraiment être exposé au premier plateau de stagnation. En tout cas, la progression va être un peu freinée. Et là, à partir de ce moment-là, ce podcast va être intéressant pour vous. Ouais, sur ce podcast, on se projette au long terme et on essaye, comme je l'ai dit juste avant, on essaye de s'exploiter au maximum dans ce potentiel de développement de force sur nos 3 mouvements. Donc on veut se projeter au plus long terme. C'est un petit peu pour cadrer les jeunes et pour échanger avec les plus anciens, entre guillemets. Écoutez, on va partir directement sur la partie entraînement. C'est un gros sujet. Il y a les points d'autorégulation, d'éducation dans le sens connaître de mieux en mieux sa pratique, connaître les points saillants qui font qu'on se régule un petit peu mieux. On a quelques interventions à ce sujet-là du coup de la communauté. Merci beaucoup d'ailleurs d'avoir répondu autant en masse à ce sujet-là. C'est un sujet qui passionne un petit peu, donc c'est normal. Mais merci beaucoup pour toutes vos réflexions, vos questions autour de ce sujet. On a Mathieu qui nous met en avant du coup le principe d'autorégulation. Pas forcément au sens de la programmation, parce que l'autorégulation, ça va concerner l'athlète, ce qu'il fait pendant la séance. Et ça, c'est très important, ce que vous allez faire pendant la séance. Qu'est-ce que vous allez faire pour mieux réguler votre séance et au long terme avoir des adaptations qui sont qualitatives et qui ne vont pas vous mettre en danger. Donc on a Mathieu qui nous parle beaucoup d'autorégulation.
et Kervan qui l'aborde d'un autre point de vue, qui est le point de vue de l'adaptation par rapport au RPE, parce que c'est le premier outil d'autorégulation que vous allez avoir en force athlétique et qu'il va falloir apprendre déjà. Donc voilà, autorégulation, RPE, est-ce que tu as, une ouverture là-dessus, Johan? Euh, euh, Sinon, on peut directement parler des outils d'autorégulation. Donc on a le RPE dans un premier temps, donc une échelle d'intensité qui va permettre à l'athlète on va conjuguer ça au pourcentage de 1 RM, on va donner un objectif de charge à l'athlète, et selon le format, top set, straight set, on aura ce RPE qui sera là pour cadrer un petit peu l'intensité. Ce sera notre premier outil d'autorégulation. Il faut l'apprendre. À quel point ce RPE et de manière générale, les outils d'autorégulation vont nous permettre d'arriver à durer dans le temps selon toi? Selon moi, ils vont nous permettre de nous situer dans le temps, dans notre phase d'entraînement, à quel moment on se situe dans la saison, parce qu'en fait, il suffit pas de tout le temps de partir à la chasse au PR et, euh, et au jour le jour, on peut contraster en se disant, est-ce qu'aujourd'hui, forcément, le but, c'est d'aller chercher le maximum de charge que je peux exploiter sur le jour J, parce qu'aujourd'hui, je suis en forme, parce qu'aujourd'hui, j'ai bien dormi, etc. Mais de Mhm. remettre dans le contexte de la semaine et du bloc l'entraînement du jour. Donc à la fois, C'est ça. parce qu'en fait, votre pourcentage de 1 RM, il va varier. Votre 1 RM d'un jour à l'autre, il va pas être le même. Donc le RPE, il permet de, de mettre des mots, des notions et une idée de forme du moment sur la charge que vous allez utiliser pour votre entraînement du jour. Ouais. La meilleure manière pour un, je dis débutant, mais c'est pas forcément que les débutants, mais la manière d'interpréter le RPE, il y a le côté, je sais je sais ce qu'est mon profil, est-ce que je suis un lifter qui est plutôt explosif, selon mouvement plutôt lent, ça c'est une question de profil, mais même sans donner a priori à ce niveau-là, sans forcément l'expérience là-dessus, déjà vous pouvez vous cadrer votre RPE dans son utilisation au sens répétition en réserve. C'est pas extrêmement précis, mais le RPE ça reste subjectif, mais ça vous permet de cadrer un petit peu. Si on vous donne un objectif de RPE élevé, donc un RPE 9, on peut très très vite dépasser cette barrière-là et se trouver sur un RPE 10 où on serait à l'échec. Donc déjà, se remettre dans l'esprit, ok, ce que je viens de faire, peut-être que je suis pas encore à mon RPE 9, mais est-ce que forcément j'aurai une, deux répétitions en réserve, ça va vous permettre de vous situer un petit peu et d'éviter de juste vous dire oh, je me suis senti super bien, ça bouge bien, parce que ça bouge bien, vous allez regarder votre vidéo juste après votre lift, mais ça ne veut pas forcément dire que vous êtes très objectif, vous sortez d'un effort conséquent, votre vision elle est un petit peu troublée. Ça m'arrive tout le temps, moi j'ai plutôt tendance à sous-doser un petit peu quand je regarde, surdoser pardon, mon RPE quand je regarde mes vidéos, parce que j'ai toujours l'impression d'être lent sur les vidéos, parce que j'ai cette obsession de vouloir aller vite, 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 en tout cas d'avoir une bonne vitesse de barre. Mais utiliser aussi des repères assez objectifs pour mettre des mots sur le plus subjectif. Je me sens bien après cette série, c'est une bonne donnée, il faut l'avoir en tête. Mais coupler ça avec la vidéo plus, ok, est-ce que je pense qu'il y avait une rep de plus qui pouvait passer derrière, ou deux reps selon votre objectif de RPE, ça c'est une bonne partie d'autorégulation. Oui, c'est ça, je peux compléter en disant que la vérité, elle se trouve un petit peu entre les deux, entre votre interprétation du lift, là sur le moment où vous venez de poser la barre, est-ce que la sensation de lourdeur, est-ce que la sensation de vitesse que vous avez ressenti, la difficulté générale de la barre, combinée à la vidéo, peut vous permettre de vous dire, d'émettre un jugement qui sera certainement entre les deux en fait. De se dire, bon, moi je me suis super bien senti, maintenant la vidéo, je trouve que ça bouge pas vraiment, et là je peux estimer véritablement mon RPE. Et là, après, à partir de ça, je peux remettre en comparaison avec ce que j'ai fait les semaines d'après. Euh, les- je peux remettre en comparaison avec ce que j'ai fait les semaines précédentes et me dire, bon, est-ce que j'augmente, est-ce que j'en reste là par rapport à ma dynamique actuelle, où est-ce que j'en suis? Mhm. Surtout que pour chaque séance, on a des objectifs d'intensité. Il est cadré par la charge que votre coach va vous mettre, ou que vous allez vous mettre tout seul par rapport à un calcul de 1 RM. Mais tout ça, ce sera encadré par le RPE. N'oubliez pas que vous avez des objectifs d'intensité. Donc, déjà, si vous commencez vraiment, vraiment à vous éloigner
au sens positif, vous surchargez par rapport aux charges qui sont programmées, dites-vous que vous êtes forcément en terrain un petit peu inconnu, dans le sens où ce qui était prévu sur le papier en tout début de bloc ou sur le papier, c'était ça. Si je suis 20 kg au-dessus, ok, c'est positif, ça veut dire que potentiellement je suis en train de progresser, ça c'est très bien. Mais dites-vous qu'il y aura un impact physiologique à tout ça. Si vous arrivez à surcharger et que la vitesse de barre est bonne, dites-vous que peut-être ça peut être aussi intéressant, surtout si on parle de série à charge fixe, de straight sets, de se dire bon, je colle vraiment pas du tout à la charge, c'est positif, mais en même temps, il va y avoir un contre-coup à tout ça, physiologique au niveau de votre corps en fait. Vos tendons, vos muscles vont le subir quoi qu'il arrive la charge en plus. Et la pensée de s'autoréguler, c'est aussi penser sa programmation sur un cycle un peu plus long que le bloc actuel et penser un petit peu aux objectifs plus long terme. Surcharger, c'est au sens propre du terme. C'est pas simplement le poids sur la barre, mais c'est le poids que votre corps va ressentir aussi en plus. Ça, c'est une bonne piste pour essayer de vous cadrer mentalement. Et si on vous donne des guidelines mentales, de se dire, bon, j'ai quand même des objectifs plus que juste ce bloc-là. Si je surcharge tout parce que juste je le peux ou que je pense que je le peux, ça peut vous amener très vite à surcharger trop votre corps aussi et entamer un petit peu ce côté je veux durer, etc. Et ça peut commencer à créer un petit peu d'inflammation. Un autre mot sur l'autorégulation, Lulu? Non, là, on est bon. Ok, c'est cool. Donc voilà, RPE, c'est un bon outil d'autorégulation, mais il y a aussi vos objectifs plus long terme qui vont jouer un rôle prépondérant là-dedans. Donc essayez toujours d'avoir ce cadre-là et surtout, essayez d'être un minimum objectif par rapport à votre séance. Si on parle d'une séance à relative basse intensité, du 6, du 7 en termes de RPE, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir faire le nombre de répétitions que le RPE incombe en plus, remettez-vous juste un petit peu en face des choses. Il y a plusieurs semaines dans un bloc, il y a plusieurs blocs dans une préparation. Il y a un principe de progressivité qu'il ne faut pas transgresser au risque justement de soit saturer trop vite au niveau du pattern, avoir des adaptations trop agressives de semaine en semaine, soit tout simplement de prendre des risques au niveau de votre corps. Nombre d'entre vous ont des petites gênes, des tensions, des raideurs, surtout parce qu'en fait c'est de ces raideurs et de ces tensions en fait qu'on crée les adaptations de force. Donc ça c'est bien, mais si ces signes-là arrivent trop tôt dans un bloc, trop tôt dans une préparation, c'est sûrement qu'il y a un problème de régulation et ça peut être un problème d'autorégulation, donc ce que vous allez faire. On a la partie programmation maintenant, c'est peut-être une grosse partie qui englobe pas mal de choses. La question principale c'est est-ce qu'il y a une meilleure programmation, un meilleur type de programmation pour durer au long terme? Il y a aussi la relation à la performance, on l'a un petit peu évoqué juste avant. Mais voilà, il y a cet aspect, est-ce qu'il y a une programmation vraiment miracle, entre guillemets, qui fait que je pourrais durer au long terme? Là, dans cette question-là, on a la question et surtout la dichotomie entre la recherche de performance et qu'est-ce qu'on va faire dans le bloc, la recherche de longévité. À ça, du coup, on a Sarto Maisian, qui est powerlifter au style sartorial, que vous connaissez sûrement, qui nous dit qu'une des manières de durer, c'est surtout la fréquence et la régularité des PR, donc de l'exposition à de la très haute intensité. Et on a Mathieu Marie qui nous dit le principe, ce serait d'accepter une progression ascendante peut-être un peu plus lente, plutôt qu'une progression verticale sur un an qui finit 100% sur de la blessure. Et là, je te regarde droit dans les yeux, celui qui a écrit ça, Mathieu Marie, que je connais. Ça a peut-être été mon cas. Ça a peut-être été mon cas. Bon, voilà. Est-ce que, Johan, on a une manière de bien gérer ce ratio entre performance et approche long terme, longévité, selon toi? C'est-à-dire que plus on avance dans le temps et plus on avance dans l'entraînement, plus on va avoir des PR, des records qui vont tomber. Et donc, notre 1RM estimé, il va augmenter au cours du temps. Et donc, la charge objective qu'on va retrouver sur notre barre et donc sur notre corps, elle va augmenter. Et du coup, notre capacité à récupérer de cette charge objective, elle va évoluer dans le temps. Forcément, quand on commence, on a une fois son poids de corps au squat, on peut facilement récupérer. Je dis pas qu'on pourrait le faire tous les jours, parce que forcément, en intensité relative, c'est très élevé, mais en intensité objective, c'est très bas.
Et donc effectivement, Mhm. espacer le temps où on va aller chercher s'exposer à de la haute intensité, c'est vraiment une très bonne stratégie et préparer et miser sur d'autres objectifs. La chance qu'on a dans notre sport, c'est que à la fois c'est très répétitif, on n'est que sur trois mouvements, mais il y a énormément de choses à optimiser et améliorer votre capacité de travail sur certaines rep range, sur une certaine intensité plus modérée, peut vous amener à mieux encaisser cette intensité que vous allez retrouver par la suite. Donc ça, ce sont des pistes intéressantes et on le voit à plus haut niveau. Il y a des powerlifters de très haut niveau qui skippent des compétitions même au plus haut niveau, des championnats d'Europe, etc., pour ne pas s'infliger en fait cette charge objective et derrière mettre 6 mois à en récupérer. Et, euh, et quand vous regardez des enchaînements de compétitions comme ça en back-to-back sur 2 mois par exemple, vous avez souvent l'une des deux compétitions où il y a une chute de performance. Mhm. Ouais. Et ça, je sais que c'est un concept qui te parle, il me parle aussi, hein, mais qui te parle encore plus toi, et je sais que dans ta programmation, je le vois parce que j'ai travaillé avec monsieur, euh, ce principe de progressivité, il est flagrant dans la manière que tu as de programmer, encore plus que ma manière de programmer à moi, Ouais, où j'aime bien aller chercher la petite semaine d'évaluation en plus si je vois qu'elle peut passer, etc. Ça peut être à double tranchant, mais ça, c'est vraiment un point saillant qui revient plus de ta personnalité, de ta manière de coacher aussi. Et ça, c'est ce qui va vous permettre de performer sûrement un peu plus au long terme, hein. Ça, c'est clair. Euh, Ouais, la fréquence d'exposition à l'intensité, c'est vraiment un sujet intéressant parce que vous allez avoir, en tout cas sur ce qu'on peut voir des forceux, on- dans aucun sport il y a une même méthodologie d'entraînement. On ne verra pas deux athlètes s'entraîner toujours pareil, ça c'est clair et net. Mais en FA, on a vraiment tout le spectre qui est représenté à haut, moyen, débutant. En termes de niveau, on voit vraiment tous les spectres qui sont représentés, des gens qui s'exposent très régulièrement sur une intensité réelle élevée et d'autres gens qui vont être beaucoup dans la progressivité. Et ouais, c'est clair que si vous avez cette idée de durée dans votre pratique, parce que même en tant que personne qui veut performer, hein, c'est comme tu l'as dit, dans un enchaînement de compétition, on aura de la sous-perf, de la sur-perf et de l'entre-deux sur toute une saison. Ça, c'est un point qu'il faut que vous gardiez en tête. Et c'est ce que disait Mathieu Marie dans son commentaire, c'est que une progression verticale, c'est sur un an peut-être, mais c'est une utopie sur toute une carrière. Là, il faut vraiment que vous l'enleviez de la tête. C'est vraiment un truc qui montre que ce sport n'est pas du tout mature. C'est que parfois, un athlète, il est sous les feux des stroboscopes pendant une saison parce qu'il surperforme, il pète tout. À la prochaine compétition où il sous-perf, ça y est, tout le monde a indexé son niveau sur la sous-performance la plus récente. Et on voit la même chose sur les sports de combat, notamment le MMA. C'est le dernier combat qui dicte si le mec il est bon ou il est pas bon. Sortez-vous ça de la tête surtout et gardez en tête que votre carrière, votre saison, elle sera constituée de haut et de bas. Et en vrai, ça, j'ai envie de dire, que vous ayez une approche très progressive ou très agressive, il y aura forcément des bonnes et des mauvaises compétitions. Et bon, ça c'est peut-être plus psycho, mais l'accepter, ça c'est déjà important. Mais ouais, l'exposition à l'intensité, c'est vraiment un sujet qui est super, super vaste. Et toi, on sent bien ton approche. Là où moi, où je vois j'ai tendance en tout cas, quand je vois qu'il y a une ouverture et que ça ne prend pas trop de risques non plus à moyen terme, j'ai souvent tendance à enchaîner les blocs qui finissent au moins avec pas mal d'intensité spécifique. Et je le dis honnêtement, ça peut ne pas convenir à tout le monde. Et on en revient vraiment au sujet, c'est à quel point vous voulez durer et à quel point vous voulez performer, mais surtout quand. mhm. Est-ce que vous avez une approche, on prend tout ce qu'il y a à prendre dès la prochaine compétition, dès la prochaine saison, ou est-ce qu'on construit? Est-ce qu'on a des objectifs de minima? Est-ce qu'on a des objectifs de classement, etc. Et avoir un plan autour de tout ça, quoi. Tu veux rebondir là-dessus ou on est bon sur la partie programmation? Ouais, on est bon sur la partie programmation. Mhm, mhm. Ouais. Ouais, après, là où je veux juste revenir, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut passer tout son temps en sub 6 ou quoi que ce soit, mais on en revient toujours, si on cherche la durée,
il y a toujours ce principe de progressivité qui rentre en jeu. Vous pourrez pas y échapper. Que vous soyez sur un style de programmation où vous avez les mêmes formats toutes les semaines et vous les répétez, quoi qu'il en soit, entre vos blocs, il ne faut pas qu'ils soient tous de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Il faut savoir faire des petits pas de côté, au moins sur une semaine, si vous voulez durer. Et ça, c'est la fréquence et la régularité à l'exposition à l'intensité, c'est super important. Donc là, on a traité de la partie entraînement, ou comment vous allez gérer vous-même votre entraînement. On a parlé un petit peu de la programmation, de comment on gère la progressivité, l'exposition à l'intensité. Maintenant, il y a le point le plus évident et qui concerne à la fois la partie physio, entraînement et la partie psycho. Mais là, on va parler sur l'entraînement, c'est la gestion des blessures. Donc, la prévention qu'on peut faire, la réhab si, et ça va arriver, donc quoi qu'il arrive, il faut traiter à la fois de la prévention, de la préhab entre guillemets, c'est un peu galvaudé comme terme, mais voilà, la prévention et surtout la récupération à la douleur, à la blessure. Euh, donc ça c'est un sujet, je pense que c'est là où vous avez peut-être le plus répondu, parce que ça tombe sous le sens, évidemment si on veut durer, il faut se blesser le moins possible. Donc je ne vais pas forcément citer tous les gens qui m'ont listé, mais par contre il y a un commentaire assez intéressant, c'est sur le principe de variabilité de mouvement et de gestion de la réhab, mais surtout ce principe de variabilité de mouvement. Est-ce que toi c'est quelque chose qui te tient à cœur particulièrement ou un petit peu Ouais. moins dans cette optique Ouais, de pour moi, durée? c'est clairement capital. C'est avec la gestion de l'intensité, la variabilité de mouvement, c'est ce qui va vous protéger. Est-ce que tu peux décrire un peu la variabilité de mouvement globalement? Ouais, ouais, bien sûr. La variabilité de mouvement, c'est d'explorer d'autres amplitudes, d'autres angles articulaires par rapport à ce que vous avez l'habitude d'utiliser dans vos trois mouvements. Euh, En compétition? D'abord, Ouais. ça peut passer par plusieurs choses. Le simple fait de mettre des variations, d'explorer d'autres manières de faire votre mouvement, un close grip pour aller explorer plus d'amplitude, etc. Mais ça peut aussi être un travail spécifique dans l'obtention, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais euh, d'une nouvelle amplitude, ou en tout cas une amplitude que vous n'avez pas accès. Et dans ce cas-là, la réduction de l'écart entre votre amplitude passive et votre amplitude active, c'est pour moi quelque chose de capital. C'est-à-dire essayer d'être capable de produire de la force à toute votre amplitude, même passive. Pour ça, il y a des tests très simples. Par exemple, vous allongez sur une table et vous dites à un pote de vous pousser le bras le plus loin possible. Vous allez établir votre amplitude passive et derrière, vous allez essayer d'atteindre cette amplitude volontairement. Et vous allez voir qu'il y a un écart qui est plus ou moins grand. Et surtout cet écart, ça veut dire que vous avez une amplitude sur laquelle vous n'êtes pas capable de produire de la force et donc sur laquelle vous allez subir la tension passivement. Et ça, c'est quelque chose de capital. Et si on le projette dans un objectif de SBD, bah, c'est peut-être une amplitude de squat où vous n'allez pas être capable de produire de la force, ou simplement par exemple en rotation externe, quand vous allez avoir la barre très basse. Et ça, vous allez le subir. Vous êtes capable de le gérer avec la gestion d'intensité, c'est-à-dire si vous allez très peu à haute intensité, bah, vous n'allez pas le ressentir. Mais dès que vous allez euh, vous pousser un petit peu, ah bah direct, j'ai les coudes ou les épaules qui sifflent, etc. Et ça va vous freiner à la fois dans votre progression, puis ça peut vous faire l'entraînement, hein, tout simplement. Donc pour moi, c'est Ouais. capital de mettre une variété de mouvements, euh, pas seulement sur le SVD, même des fois des mouvements qu'on fait jamais. Euh, on n'a jamais de mouvement ou très rarement d'overhead, par exemple. Ça, c'est une piste intéressante. Ou en antépulsion au-delà de la tête, si je puis dire. Il y a plein de mouvements que vous faites jamais. Et on a la chance, dans le grand monde du fitness, euh, de pratiquer des sports qui sont des activités qui sont très proches, mais qui ont une variabilité de mouvement qui est très différente. Et en ce cas-là, vous pouvez faire, entre guillemets, une pause. Vous pouvez passer vos vacances à faire de l'haltéro, du crossfit, du strong, ce que vous voulez, du body, explorer d'autres amplitudes, et pour autant avoir très peu d'impact sur vos performances, en fait. Donc ça, pour moi, c'est une mine d'or, en fait. Bon là, vous avez bien senti qu'il y en a un qui a fini son master STAPS et il y en a un qui l'a pas fini. Je vous laisse deviner lequel. Non, c'est super.
c'est super intéressant. La partie amplitude passive, amplitude active, capacité de générer de la force sur des plans de mouvement auxquels on n'est pas exposé sur les 3 mouvements de manière comp, ça c'est vraiment la clé pour durer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en force athlétique, sur nos 3 mouvements, ce qu'on veut, c'est développer des adaptations fortes. Ces adaptations fortes, elles vont nous renforcer sur une amplitude spécifique. Donc notre descente par exemple sur le squat, l'amplitude, donc la tension que ça va incomber sur la hanche, l'amplitude à laquelle ça va nous amener sur toutes les articulations clés. Et en fait, on va se rigidifier autour de ces amplitudes, autour de ces mouvements. On va rajouter de la tension dessus forcément, donc ça va nous rendre encore plus raide. Et ne pas cycler ça, c'est-à-dire ne pas adresser ponctuellement sur un bloc une semaine, ou tout simplement à l'intérieur même d'un bloc qui est classique, mais d'adresser ces exos qui vont nous permettre de récupérer des amplitudes plus élevées, des petites variations de prise, ou des exos qui visent vraiment, comme tu l'as dit, ça peut être de la rotation externe, ça peut être de l'anti-rotation, des choses vraiment plus globales. Déjà, vous pouvez le faire déjà dans vos activations, ça vous aidera vraiment beaucoup quand vous allez arriver sur votre mouvement à faire ce travail de prévention, mais de manière plus active, l'avoir dans vos programmations, cycler un petit peu, si ce n'est beaucoup. Ça, c'est clairement une grosse clé pour durer. Et ça, c'est très très intéressant ce que tu as dit à ce niveau-là, mais vraiment, je veux accentuer un truc, c'est que vraiment, on cherche à se renforcer dans le sens créer des adaptations qui vont nous rendre très raides. Il y a une contrepartie à tout ça, c'est que ça va créer de l'inflammation sur des zones clés et surtout, ça va nous rendre très forts sur des amplitudes spécifiques et en contrepartie, ça va nous enlever de la capacité à générer de la tension sur les amplitudes un petit peu différentes. Très intéressant cette partie. Merci monsieur le doctorant presque. Et faites vos assistances en amplitude complète. Ça, c'est vraiment. C'est une clé super simple. Et arrêtez de faire les éco-lifters et faire de votre bench halter au lieu de le faire à 30 kg et avoir une amplitude complète et de le faire à 40 et de vous saucer dessus là. Alors attention, moi progresser, hein, Oui, attention. Mais progresser en amplitude complète, ça c'est pas paradoxal. Hein. Non, c'est pas paradoxal, mais il faut toujours rappeler la thématique de chaque chose que vous faites dans votre programmation. Et c'est vrai que la thématique variabilité de mouvement n'est pas forcément la thématique développement de l'hypertrophie à son sens le plus poussé au max du max. Il y a un petit... il faut pas arriver dans l'idée de se dire ok, j'ai une assistance, j'ai du dumbbell bench, du développé couché halter, il faut que je mette 60 kg d'ici la fin du bloc, comme ça va me faire progresser. Si c'est au détriment de votre position et du principe, encore une fois, de progressivité. Mais à l'inverse, il ne faut pas se dire, bah vas-y, je reste toujours sur la même charge sur cet exo d'assistance ou cette variation, peu importe. Comme ça, je m'applique bien, mais il n'y a pas assez de stimulation. L'idée, c'est d'avoir cette variabilité de mouvement. Quand on parle d'assistance, en tout cas, cette notion d'hypertrophie, donc il faut progresser aussi sur les mouvements. Voilà, il y a les deux qu'il faut avoir en tête. On peut traiter les ratios de force et le côté gestion, variabilité de mouvement et préhab à ce niveau-là. Super. Donc on a trois dimensions du coup dans la variabilité de mouvement. On a la partie activation, échauffement. On a la partie assistance. Et il y a une partie qu'on n'a pas trop traitée aussi. C'est la partie juste les variations entre guillemets les plus petits pas que vous pouvez faire vers la variabilité de mouvement. Donc changement de position sur vos 3 mouvements, changement de grip. Donc on peut parler d'un close grip au bench, un closer grip. On peut parler d'un high bar au squat ou de la safety bar par exemple. Et au soulevé de terre, on peut parler de RDL, on peut parler, juste si vous faites du sumo, traiter la posture de hinge, de flexion d'extension de hanche sur d'autres angles. Ça, c'est déjà vous pouvez progresser sur ces mouvements et ça va vous bénéficier, ça va traiter les ratios de force, et ça va vous renforcer sur d'autres schémas moteurs et in fine, vous allez en bénéficier sur vos 3 mouvements. Surtout si vous avez vraiment des écarts type aberrants entre un high bar et un low bar au squat, par exemple, si vous avez des écarts type énormes, franchement, vous pouvez poser 2 secondes, en tout cas
à intégrer un petit peu plus une barre qui est un peu plus haute, progresser dessus, gagner en force là-dessus, il y a de grandes chances que vous allez en bénéficier. Mais attention, toujours principe de progressivité. Vous finissez pas un bloc de picking de compétition super spécifique avec vos mouvements poussés à la technique la plus poussée de chez poussée pour gratter le max de kilos à un bloc où vous allez tenter soit des 1RM de suite sur un high bar ou vous allez carrément changer tellement de thématiques que va y avoir vraiment, encore une fois, le principe de progressivité n'est pas respecté. Vous ne passez pas je fais 3 singles par semaine sur mon comp à je vais faire des 3x12 high bar RPE 9. Là, c'est retour blessure et vous allez dire ouais, bah, j'ai fait le truc qu'on m'a dit et ça n'a pas marché. Il y a toujours ce principe de progressivité entre les blocs qui est super important. C'est pour ça qu'on travaille en bloc et qu'on ne travaille pas en cycle. On dirait qu'on encule les mouches quand on différencie les deux, mais le principe même du bloc, c'est qu'on traite plusieurs qualités, plusieurs objectifs et on fait un peu des ratios entre tous ces objectifs à l'intérieur d'un même bloc. Ouais, la progressivité, elle n'est pas que sur les chars en fait. Elle est sur tout. Elle est sur le volume, elle est sur les formats, elle est sur les amplitudes, elle est sur tout ce que vous pouvez cycler en fait. Et là, après, on a aussi d'autres commentaires qui nous ont dit bah, le sommeil, l'hygiène de vie, la récupération, etc. Mais ça aussi, ça peut être cyclé et amélioré au sein d'un bloc en fait. L'objectif peut-être que c'est de Mm. dormir 1 heure de plus et d'arriver à tenir mon entraînement euh, toute la semaine, tout le bloc, sans louper une séance, etc. Donc, en fait, chaque chose que vous faites peut devenir un objectif et à partir de là, vous pouvez progresser sur cet objectif pour l'atteindre. Donc, voilà. Là, c'est clair qu'il faut, si vous voulez durer sur le temps long, il faut traquer toutes les variables possibles et imaginables. Ça ne veut pas dire avoir forcément une vie de moine, mais c'est juste faire les bons choix au bon moment et accepter de se dire, voilà, là, j'ai tout un bloc où je sais que je vais dormir 5 heures par nuit. C'est peut-être pas le bloc où je vais tenter de m'envoyer en enfer à toutes les séances. Ou à l'inverse, essayer justement d'activer ces leviers-là de récupération, contrebalancer s'il y a certains points où c'est plus dans le négatif, s'il y a certains points où c'est plus dans le positif, essayez d'ajuster un peu votre entraînement en fonction. Et ça, c'est important. Le sommeil, c'est très important, évidemment, on va pas revenir dessus. Vous pouvez vous complémenter comme vous voulez avec tous les nootropiques, toutes les bonnes choses. Si votre sommeil n'est pas on par un minimum, c'est pas très productif. Mais un point que tu as introduit ici, c'est le point de la récupération. N'oubliez pas que tous vos mouvements ne sont pas équivalents en termes de récupération. Déjà au sein des 3 mouvements, entre un squat, un développé couché, un soulevé de terre, le temps de récupération, déjà il est individualisable à certains profils, ça c'est clair, selon vos leviers. Un squat avec quelqu'un de très longiligne, l'impact physiologique il va être plus élevé que sur quelqu'un qui est un petit peu plus bréviligne, etc. Et encore ça peut se discuter. Mais en tout cas, entre les 3 mouvements, il y a des différentiels de récupération. Un énorme stress, à programmation équivalente, un chiffre 3 à 90%, énorme, sur votre soulevé de terre, sur votre développé couché, on est d'accord que la récupération entre les deux et ce que vous allez traîner comme dette de fatigue, pour prendre un terme général, il ne va pas être le même. Donc, ça aussi, il faut vraiment le prendre en compte. Tous vos mouvements ne vont pas bouger de la même manière au même moment sur un même bloc. Et votre récupération, elle doit respecter ces temps de récupération, ces temps d'impact entre les mouvements. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a des mouvements où la fatigue est transférable. Entre un squat et un soulevé de terre, la fatigue se transfère. Il y a des transferts qui sont positifs entre certains mouvements, mais parfois il y a aussi un transfert qui peut être négatif. Là où je veux aussi en venir, c'est on vous parle d'assistance, etc. Ça ne veut pas dire que toute votre programmation, ça doit être toujours avoir plein d'assistances. Parce que les assistances, même s'il y a de la variabilité de mouvement, même si c'est entre guillemets que de l'hypertrophie, ça crée aussi de la fatigue. Gérez bien vos ratios entre les objectifs que vous avez dans le bloc. Vous ne pouvez pas avoir un bloc où vous avez 100% d'objectifs de variabilité de mouvement, 100% d'objectifs de performance spécifiques, et avoir une récupération optimale autour de ça. Même avec des facteurs parfaits de récupération, votre entraînement, il faut savoir avoir des ratios entre vos objectifs. Est-ce que je pousse plus ça? Est-ce que je pousse plus ça? Mais si je pousse plus ça, ça veut dire que ça, il y aura peut-être un peu moins de place dessus. Donc si vous mettez
3x15 sur tous les exos de la Terre d'assistance et qu'en même temps vous poussez vos mouvements de manière spécifique, va y avoir une fatigue qui va se créer de l'un vers l'autre et c'est pas forcément ce qu'on cherche aussi. L'entraînement, les gars, c'est vraiment, et la programmation surtout, c'est vraiment une science. C'est-à-dire qu'il y a vos feelings et après il y a surtout votre éducation par rapport à l'entraînement. C'est pour ça qu'on fait appel à des coachs la plupart du temps. C'est à la fois pour les compétences, mais surtout la gestion en fait du bloc, la vision long terme et le fait que quand vous mettez votre progression entre les mains de quelqu'un de compétent, bah, il va pas, il va pas le percevoir comme vous le percevez. Déjà, il va pouvoir mettre des mots et des formats, des blocs, des objectifs. Sur vos objectifs, il va pouvoir mettre quelque chose de concret. Et lui, il va toujours vous ramener, le coach, il va toujours vous ramener à vos objectifs. Parce que nos objectifs, on les dit une fois, et après, on se laisse aller sur le court terme, etc. Donner vos objectifs dans les mains de quelqu'un, c'est aussi une manière de savoir durer. Hein, je ne veux pas faire de promotion déguisée. C'est pas déguisé du tout, déjà on est tous les deux coachs, on a notre structure. Mais c'est aussi un point de vue, pour peut-être clôturer sur l'entraînement, c'est que l'entraînement, ça peut ne pas se déléguer si vous avez les compétences et l'objectivité, mais avec toutes les compétences et l'objectivité que vous pouvez avoir, en fait, vous ne l'avez pas. Voilà. C'était tout ce que je voulais dire de mon côté. Ouais, bah, c'est carré sur l'entraînement. C'est carré dans l'axe. On va pouvoir partir un petit peu plus sur la dimension psychologique. Voilà, là on passe sur la partie développement personnel du podcast. On va vous dire que vous êtes les meilleurs surtout. Pas du tout. Premier point, l'adhérence à la programmation. Alors ça, vous avez été quand même quelques-uns à en parler. Vous avez parlé de plaisir à s'entraîner, la passion et l'adhérence du coup, qui est un terme déjà un peu plus quantifiable. Hein. Ça remplit tout ce qui est le plaisir de s'entraîner, la passion de l'entraînement, c'est un cercle vertueux. Si on a une bonne adhérence dans sa programmation, ça marchera. Maintenant, la question que je veux poser, qui va trancher un petit peu, c'est est-ce qu'on se laisse aller juste à notre feeling en mode oh, j'adore la manière dont je m'entraîne, j'ai pas envie de changer, etc. Ou est-ce qu'on accepte par moment de se faire un peu violence? Et alors, se faire violence, ça ne veut pas forcément dire être très intense, mais juste se faire violence et s'exposer à des choses qui, voilà, de prime abord, ne nous font pas super plaisir d'aborder dans notre entraînement. Il y a des gens, ils détestent avoir trop d'intensité, des gens, ils détestent avoir trop de variabilité de mouvement. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas quand même se faire violence? Et bon, c'est bien beau les fleurs bleues et l'adhérence, mais est-ce qu'il y a un moment aussi où il ne faut pas se dire, bah quand même, je fais un sport qui est objectif, si je fais que ce que j'aime, entre guillemets, voilà, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que c'est ton point de vue? Est-ce qu'on fait plaisir à nos coachés ou est-ce qu'on les met un peu en face de leurs responsabilités, de leurs objectifs de temps en temps? Ah non, moi, pas de plaisir, que de la souffrance. Parce qu'il n'y a Euh, que la souffrance qui paye. ah ouais, exactement. Non, là sur ce point, il y a deux choses. Il y a deux choses qui fait différencier. Un point où il faut faire absolument confiance au feeling, c'est dans votre lifestyle en fait. Est-ce que votre entraînement, il rentre bien dans votre cadre de vie? Est-ce que vous avez le temps? Est-ce que c'est pas la course pour vous entraîner? Est-ce que quand vous vous entraînez, que vous travaillez de nuit, est-ce que vous êtes obligé de vous entraîner juste après avoir fait 12 heures dans la nuit, etc. Là, c'est sûr que il faut vraiment s'écouter et que l'entraînement ne vous coûte pas des PV en fait. C'est ça l'objectif. Maintenant, si on parle de ce qui se passe vraiment à la salle, là, faut pas trop s'écouter. En tout cas, il faut se fixer des objectifs à court, moyen et long terme. Et votre objectif de long terme, il est quasiment le même pour tout le monde. Je veux progresser, je veux faire des PR. J'ai un objectif soit de total que j'ai en tête, soit de minima. Donc ça, c'est à peu près la même chose pour tout le monde, hein. Euh, et derrière, vous allez le découper. Le découper en saison, puis en demi-saison, en tout cas cycle de hors-saison, cycle de développement, cycle de picking, etc. Puis après, vous allez le découper en bloc. Puis après, vous allez le découper en semaine, puis en séance, puis en format, etc. Et ça, faut vraiment Mm. accepter que votre objectif long terme, il peut pas être servi que parce que vous sentez bien à l'entraînement et que vous êtes content de faire ce que vous faites. Vous êtes content de faire vos singles RPE9 toutes les semaines, euh, mais ça va vous mener pas bien loin en fait. Donc faut savoir accepter, faut qu'il y ait un mélange en fait. Et après, en tant que coach, faut savoir faire une conception s'il y a
ce que j'appelle l'exercice magique. S'il y a un exercice qui permet de régler toutes les solutions et de faire plaisir à l'athlète, s'il veut son 3x15 au triceps extension parce que ça le fait sentir le mieux du monde, bah, on lui met son 3x15 et puis voilà, tu vois. Hmm. Si ça tient si ça tient que à ça, ça tient que à ça, c'est pas grave. Mais sinon, sur le reste, en fait, faut décider. Est-ce que vos objectifs sont plus importants ou est-ce que c'est votre feeling qui est le plus important? Si c'est votre feeling qui est le plus important, bah, dans ce cas-là, je vais faire de la contre-pub, mais prenez pas de coach, entraînez-vous comme vous voulez, faites ce que vous voulez, et puis vous avez eu en compétition avec, voilà, vous faites plaisir en fait. Mais dans ce cas-là, vous attendez pas forcément à durer ou en fait, vous êtes même pas là pour ça en fait. Vous êtes même pas sur podcast si vous êtes dans cette optique-là. Ouais, ça je suis totalement d'accord là-dessus. C'est que, en fait, votre saison, elle va être ponctuée de différents objectifs à différents moments. Donc déjà, à partir de là, vous ne pouvez pas dire que vous aimez faire tout ce que vous faites dans l'entraînement. Déjà, vous ne pouvez pas dire que ce que vous faites dans la journée, même si dans l'ensemble ça vous plaît ce que vous faites dans la journée, vous ne pouvez pas dire que tout est plaisant dans la journée. Ça, c'est du wishful thinking. C'est je vais bien, tout va bien, et se le répéter devant le miroir. Vous basez pas uniquement là-dessus. Vous allez faire, vraiment, l'être humain est tellement complexe dans sa psychologie que vous allez juste vous mindfuck tout seul à avoir cette idée de tout me plaît, non, ça me plaît, etc. Tout ne va pas vous plaire. Le moment où vous êtes à l'entraînement, que peu importe le thème de l'entraînement, il faut que vous soyez un robot en fait. Vous avez une programmation, vous essayez de l'appliquer au mieux, selon les objectifs du mouvement, si c'est plus technique, si c'est plus du ressenti ou si c'est plus là, il faut que je mette toutes les chances de mon côté pour performer au mieux spécifiquement. Dans tous les cas, vous prenez ce que vous avez besoin de faire pour remplir les objectifs de la séance, vous déconnectez une partie du cerveau qui est trop émotionnelle et vous abattez le boulot. Vous abattez le boulot. Et ça va vous servir dans tous les cas. Ça va vous servir dans le moment où on va vous mettre un 9x2 en fin de picking après votre single élevé, etc. Et là, il va falloir vraiment être un robot parce que sinon, n'importe quel être humain conscient, il passe pas 1 heure et quart à faire du bench à haute intensité sans avoir envie de se casser, quoi. Et ça va être la même chose quand on va vous dire, bon bah là, il faut faire de l'hypertrophie, il faut faire un peu de la viande de manière un peu plus accentuée sur ce bloc-là, il faut traiter des mouvements où tu es moins fort pour te rendre plus fort justement ces mouvements. Dans tous les cas, il faut abattre le travail. Donc, en fait, pour moi, l'adhérence, elle provient de la qualité des entraînements. Vous enchaînez les entraînements, vous validez les objectifs de l'entraînement, c'est qualitatif, c'est de là que c'est de là que va découler le réel plaisir de s'entraîner. C'est quand vous allez arriver à la fin de votre bloc et vous allez putain j'ai validé tous les trucs comme ils étaient prévus. Et là sur cette troisième, quatrième, cinquième, sixième semaine de bloc, je sens que tout ça ça a payé, que je suis plus fort sur les points où j'étais moins fort, ou je suis tout simplement juste trop fort. Et c'est là que vous allez entre guillemets ressentir le plaisir malgré que ce que vous faites ça fait plaisir, enfin l'effort ça fait pas plaisir de base, c'est logique. En termes reptiliens, en termes de cerveau reptilien, ça ne vous fait pas plaisir. Maintenant, c'est si vous vous conditionnez à l'effort et si vous vous conditionnez à je fais parce que c'est bon pour moi, quoi qu'il arrive, par rapport à mes objectifs ou par rapport au fait justement de durer au long terme, c'est là que vous allez retirer la vraie adhérence. Rentrer dans un coaching et dire oui, bon, par contre, il faut qu'à tous les blocs, j'ai au moins un RPE 10, sinon je me sens pas bien. Allez, allez voir un psy, allez pas voir un coach en force athlétique, parce que si vous avez une mentalité comme ça appliquée au sport, vous avez à peu près la même mentalité appliquée dans la vie. On est, putain, je commence à être violent, j'allais dire on n'est pas là pour faire les assistantes sociales, mais essayez un minimum quand même d'être objectif par rapport à votre entraînement. Évitez trop les biais de subjectivité et essayer de construire un truc un peu plus long terme, quoi. Si vous avez que l'idée de faire une séance qui va vous faire plaisir, non, on n'est pas là pour ça. Mais même si vous ne faites pas de compétition, hein, à partir du moment où vous faites ce sport, compétition, pas compétition, hobby ou je vais à la guerre à chaque séance, dans tous les cas, on veut progresser, donc il faut pouvoir passer par des moments où vous allez faire des trucs moins marrants et quand même se la donner dessus et le faire au mieux possible, quoi.
Bon, on a traité de l'adhérence, on n'a pas trop tiré à balles réelles là-dessus. On a été très pondéré, je trouve, en tout cas toi. Donc c'est cool. Maintenant, l'adhérence, ça vient aussi de est-ce que je peux m'entraîner tout court? Parce que vous allez passer par des périodes de douleur, blessure. C'est franchement, je trouve que c'est un mot vachement galvaudé en force athlétique de parler de blessure. Vous arrachez un pec, c'est une blessure. C'est une blessure super rare déjà en force athlétique, en testé en tout cas. Vous n'allez pas vous casser une jambe à l'entraînement. Vous n'allez pas vous faire les croisés, quoique il y en a certains en lâchant la barre trop tôt au soulevé de terre et ils se sont tapés la barre sur le genou, ils se sont fait les croisés. Mais vous allez avoir des tendinites. Vous allez avoir des petites micro-déchirures, des élongations. Vous allez potentiellement développer des problèmes au niveau du rachis, plus ou moins. Mais ce sera toujours plutôt court terme. Ce qu'il faut surtout, c'est casser en fait la boucle, c'est casser le principe de chronicité dans vos blessures. Et ça, vous m'avez déçu, parce que on a eu plein de réponses, on a eu plein de réponses, mais sur la gestion des blessures au niveau psycho, il n'y en a pas un qui a dit, tu m'arrêtes hein, si je me trompe, hein, mais j'ai pas l'impression qu'il y en a un qui a dit, bah surtout toujours garder le cap, même quand on est blessé. S'il y en a un qui a dit qu'il fallait être proactif par rapport à la Au manière lifestyle. générale, ouais, plutôt, ouais. Mais c'est plus le lifestyle. Mais la blessure, en vrai, ça va faire partie de votre saison, si on parle de saison pour les compétiteurs, mais ça va faire partie de votre carrière. Et votre réaction psycho, de là va découler ce que vous allez faire concrètement sur le terrain et surtout votre adhérence à ces nouveaux objectifs qui seront il faut que je calme la bécane parce que j'ai trop de raideur ou carrément là le dernier picking il m'a mis en vrac, j'ai plus d'avant-bras, j'ai que des grosses tendinites, je peux pas bench plus de 10 séries par semaine. C'est votre réaction psychologique qui va déterminer si vous allez durer dans le temps. C'est pas surtout est-ce que dans toute ma carrière je vais tout faire pour éviter la blessure, mais c'est surtout dans ces périodes où j'ai des douleurs, qu'est-ce que ça va être ma réaction? Ça, c'est vraiment ce qui va vous faire durer. Parce que durer dans le temps, quand tout va bien, c'est facile. Mais durer dans le temps, quand vous allez gérer ces périodes de moins bien, ça, c'est ce qui va vous faire développer de la maturité. Donc voilà, c'était pour cadrer le sujet de la gestion des blessures. Est-ce que tu as des tips, des choses que les gens peuvent faire face à cette période de douleur? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces douleurs-là, au moins du côté psychologique? De ce côté psycho, en fait, moi j'aime bien l'établissement d'objectifs, en fait, et de pivoter les objectifs euh, d'un- d'une prise de vue performance à une prise de vue maîtrise, en fait, dans ces moments-là, et faire dévier comme ça les objectifs. Je cherche plus à établir un PR, à faire du volume, à faire de la masse, etc. Je cherche à continuer mon entraînement, euh, gagner en fiabilité sur mon mouvement, retrouver une certaine amplitude, euh, maîtriser peut-être quelque chose de technique, garder le cap, etc. Et là-dedans, ça c'est fondamental en fait. Et dans l'optique de durer dans le sport, des établissements de buts de maîtrise sont beaucoup plus fiables au long terme que les établissements de buts de performance. Ouais. Ouais, c'est qu'en fait, il faut être sharp. C'est comme dans la vie, c'est comme dans le business. Faut être sharp. Il y a une déconvenue. Il y a un truc vous avez fait des plans sur la comète. Je vous le dis, hein, quand l'homme fait des plans, Dieu, il rigole. Donc, quand tous vos plans ouais, là, j'ai fait 600 cette année, l'année prochaine, dans 3 ans, j'ai fait 800 et j'ai plié le game et je suis Russell Horry. Tous ces trucs-là, c'est cool de vous le dire. Il y a même un Léo qui nous avait dit. Et ça m'avait vachement fait rire, ça rentre un peu en contradiction avec tout le monde. Il avait écrit se donner des objectifs irréalisables. Il a commencé la phrase comme ça. Il a dit faut se donner des objectifs irréalisables. De toute manière, dans tous les cas, il faut avoir des objectifs et c'est ça qui nous drive plus ou moins, quoi. Donc, ça, je sais pas. Mais dans tous les cas, même si vous avez des objectifs de zinzin, si c'est ça qui vous drive, faut quand même que vous compreniez que vous allez passer par toutes les étapes dans cette réalisation d'objectifs fous. Donc, il faut pouvoir tout de suite, mais même hein, moi ça m'est arrivé plein de fois de me blesser, parce que vous le savez bien, j'ai eu des élongations et tout. Il y a des séances où genre, j'étais sur une dynamique super bonne de performance. Je me fais les ischios,
Ça m'est arrivé, ça n'a pas tout le temps, j'ai pas tout le temps été aussi mature que ça, mais ça m'est arrivé de juste me dire, ok, bah, là le bloc il est fini, les objectifs ils sont finis à ce niveau-là, faut réajuster de suite. Si je peux faire les ajustements les plus petits pour peut-être conserver ces objectifs-là, c'est cool, mais s'il faut que je change du tout au tout, bah, je le fais en fait, s'il le faut en tout cas. Donc il faut être sharp, il faut de suite savoir se dire, mes objectifs ils ont changé, je vois avec mon coach ou je vois avec moi-même et ma confiance. Euh, Quels sont les nouveaux objectifs, court terme, moyen terme, long terme? Est-ce que je peux rattraper ces conneries de blessures et reprendre et raccrocher le wagon ou pas? Si c'est vraiment pas le cas, si c'est vraiment un truc trop embêtant, je reprends plus ou moins les fondamentaux, entre guillemets. Et ça veut pas dire que vous reprenez le squat à vide, hein. Mais je reprends des fondamentaux, j'essaye de faire les ajustements, les plus petits ajustements possibles pour avoir le plus gros retour sur investissement et pouvoir reprendre mon entraînement. Mais déjà, encore une fois, on voit que ce mec, il a fait stage. Les objectifs, les buts de maîtrise, les objectifs de maîtrise, c'est un fondamental de la préparation mentale. Parce que c'est de ça qu'on parle au final, hein, c'est de la préparation mentale. Hein, c'est la dimension psychologique. Donc déjà, différencier un petit peu les buts, maîtrise, performance, le court terme, long terme, ça, c'est super super important. Et ça va vous faire développer de la maturité. Parce que vous ne ferez pas votre 10 ans de force athlétique, parce que je suis désolé, mais si vous voulez atteindre un plein potentiel, il ne va pas falloir ni 2 ans, ni 3 ans, ni 4 ans, ni 5 ans. Il va falloir beaucoup plus que ça. Le monsieur qui intervient avec moi, je ne vais pas dire ses chiffres au démarrage, mais les On va chiffres les qu'il dire, a on va les dire. maintenant, 280, voilà, vous voulez vas-y. savoir? 280 total. Ouais, C'était 4. ça c'est pas sur un seul mouvement, hein. Donc, non mais moi je suis très fier de lui. Je lui dis jamais. C'est comme mon fils. Je suis très fier de lui. Parce que je sais plus exactement ce que c'était les tenants et les aboutissants, mais je crois qu'il y avait un truc comme 50 au développé couché, 70 au squat ou 80, Ouais. et 100 ou 120 au soulevé de terre. En fait, finalement, quoi, t'as doublé tous tes chiffres de démarrage Ouais, ouais. en 4 ans. Et mais je veux dire, et dans 5 ans, c'est peut-être un mec qui va deadlift, je sais pas, de 60, de 70, squatter 210, 220, bencher 130, 140. Euh, Comparé au niveau de départ, si tu prends la toute première année de ta pratique en force athlétique, euh, si on dit ces chiffres-là, bah, tu bandes quoi. T'es là, tu dis mais c'est incroyable, c'est ça, enfin, mon potentiel il est vraiment élevé quoi. Mais ça va prendre du temps parce que c'est un sport à adaptation lente. La capacité de développement de la vitesse, elle est très limitée. La capacité de développement même de l'endurance est plutôt limitée. Mais la capacité de développement de la force pure, comme on l'exploite en force athlétique, elle est pas infinie, mais en tout cas, on le voit avec la force athlétique, il y a des records tous les ans plus impressionnants les uns que les autres. Ça veut bien dire que les adaptations, elles se font sur le long terme. Donc, il faut avoir la maturité de se dire ça aussi. Si vous voulez pratiquer 3 ans de FA, c'est cool, vous allez avoir une expérience plutôt complète, mais ne pensez pas que vous avez atteint, vous avez fini le game et que vous avez fini votre développement. Voilà. J'espère que je t'ai pas roast avec ce que j'ai dit, parce que je suis C'est très très content bien. de ce qu'il fait. C'est un bon Voilà. exemple. Si t'es content, moi je suis content, tu sais. Bon, voilà. Ça pour le coup, ça nous fait un magnifique pont avec le dernier point. C'est parce on va se limiter, on se donne encore maximum 5 minutes. C'est euh, le rapport à la performance. Vas-y, je te lance là-dessus. Sur le rapport à la performance, on a déjà la perception de soi et de ses performances, la comparaison possible par rapport à tout ce qu'on voit sur les réseaux et les autres compétiteurs, et la métrique forcément de patience dans cette chose-là. Je te laisse enchaîner là-dessus. Ouais, pour moi, le rapport à la performance, il va être rapidement biaisé en fait. Parce que le sport est, comme on l'a dit, très jeune, et tous les ans, en fait, vous allez avoir des nouvelles performances, des nouveaux mecs qui explosent. Vous faites depuis 3 ans, vous pensez que vous progressez et que l'année prochaine, ça va être votre tour au championnat de France. Puis là, tous les minima, ils prennent 30 kilos. Il y a des mecs qui sortent de nulle part, qui en un an font des carrières internationales. Donc, euh, c'est une phrase bateau, mais vous pouvez vous comparer qu'à vous-même, en fait. Et, euh, et là, pour moi, il y a un concept clé qui est la motivation, en fait. Ok, et vous pouvez séparer ce concept en deux. La motivation extrinsèque ou la motivation intrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est tout
tout ce qui est lié à l'activité, tout ce qui découle de votre activité. Donc ça peut être vos performances, vos résultats, etc. Donc est-ce que vous pratiquez pour avoir des résultats? Dans ce cas-là, vous n'allez pas forcément durer. Est-ce que vous pratiquez pour appartenir à un groupe, avoir un sentiment d'appartenance, à un coaching, dans votre salle, sur les réseaux sociaux, d'avoir votre compte jeanpierre.power euh, qui vous qui vous met une étiquette de c'est bon, moi je suis un powerlifter, c'est ça qui me définit. Ou alors est-ce que votre motivation elle est intrinsèque et dans ce cas-là c'est allez vous entraîner, la sensation que vous avez sous les barres, votre lifestyle, votre rythme de vie qui vous fait persister dans la pratique en fait. Et sur le long terme, vous allez devoir dévier d'une motivation extrinsèque vers une motivation intrinsèque. Et ça passe par l'établissement de buts de maîtrise, de mettre, ou en tout cas, au second plan la performance et de kiffer ce que vous faites. Et on rentre tous dans le milieu comme ça. On dit, ouais, super, en un mois, j'ai pris 10 kilos sur chacun de mes lifts. Là, en un an, j'ai passé 200 au terre, donc dans 2 ans, je fais 300, c'est bon. Mais non, malheureusement, ça marche pas comme ça. Nous ne sommes pas tous égaux face à la progression. Il s'est moqué des gens qui avaient mis point power dans leur Insta. Vous savez ce que c'était son hâte à l'époque? C'était Physiolift. Alors, monsieur, Non, c'était powerlift au voilà, tout début. C'était powerlift au tout début. Oui, oui, oui. Je me souviens de la période Physiolift, hein. Ah ouais? Physiolift. Le mec, il transcende. Ah ouais. C'est un concept Je suis astral. rentré en master, je me suis pris pour je sais pas qui. Ah, mais ça Physiolift, marchait bien, hein, quand je faisais de c'est un la charme. préparation physique en rugby et foot, ça marchait bien. Physiolift, ça marchait bien. Il rentrait en blouse blanche au stade niçois. Il arrivait dans la salle, blouse blanche comme ça, lunettes. Bon, alors les gars, vous avez pris vos BPM. Est-ce que vous avez fait votre dry needling ou pas? Alors que moi, je faisais faire des 10 fois 10 minutes à des mecs qui récupéraient des croisés. Et t'inquiète pas, tu vas courir. Ah là là. Bon, bah voilà, ça c'est super important. Je vais revenir sur ce que tu as dit. Mais ouais, c'est la perception de sa propre progression, comprendre que chacun a sa voie de progression, chacun aura ses hauts et ses bas. Et n'essayez pas tout de suite d'accrocher votre wagon à celui qui fait les championnats de France, si ce n'est pas votre cas, à celui qui fait championnat d'Europe de l'Ouest, si c'est pas votre cas, à celui qui fait championnat d'Europe, championnat du monde, c'est pas votre cas, celui qui fait Sheffield. N'accrochez pas votre wagon à ces gens-là. Juste essayez de rentrer dans votre séance où vous vous dites, à la fin de la séance, je serai meilleur. On est là pour devenir meilleur. Déjà, ça vous permet de ne pas vous assigner à des chiffres, parce que nombre de power, je fais ça, je vaux ça, je fais 200 au squat, je vaux 200 au squat. Ça, c'est des pensées un petit peu limitantes, mais à l'inverse, il ne faut pas non plus se raccrocher au wagon de celui qui fait 350. Vous voyez, c'est un petit entre-deux qu'il faut trouver entre je sais que je vais devenir meilleur, la question c'est quand, et il y aura plein d'étapes à passer avant ça, il y aura plein d'entraînements à faire avant ça, mais je ne suis pas assigné à mes chiffres actuels. Je fais 440 au total, je ne suis pas monsieur 440 au total. Il y a vraiment des gens qui pensent comme ça. Et moi, j'étais le premier à le penser comme ça quand j'ai commencé, parce que je voulais tout de suite raccrocher mon wagon à celui des meilleurs, parce que je pensais que je pouvais être le meilleur. Vrai ou faux, dans tous les cas, c'est pas la meilleure des choses à faire. Et quand je faisais 462 total à ma première compète, je suis 462 total. Quand j'ai fait les minima, je crois que c'était 480 ou je me trompe peut-être, mais c'était 480. Ensuite, c'était la barrière des 500, c'était la barrière des 500. C'est pas mal, c'est des objectifs plutôt court terme, mais ça m'assignait un petit peu à des chiffres à l'entraînement et ça me limitait un petit peu. On a fait beaucoup de trigger warning sur n'essayez pas de vous prendre pour Ronaldo quand vous allez à l'entraînement, mais ne soyez pas non plus trop négatif par rapport à votre perception. Ces chiffres-là, ce n'est pas vous. C'est votre performance à un instant T, et en plus, c'est un instant vraiment très précis, comme tu l'as dit, ça varie. Euh, Soyez libre en fait dans vos esprits par rapport à la performance. Dites-vous que vos capacités sont infinies, mais elles seront régulées par des trucs très objectifs, votre génétique, est-ce que vous allez vous blesser ou pas, votre technique. Et en même temps, si à la limite, si vous visez les étoiles, c'est cool. Mais n'essayez pas de viser l'étoile d'un autre. N'essayez pas de viser les objectifs
de Russell Horry ou de Bob Matthews parce que c'est votre idole. Bon, voilà. On a fait à peu près le tour. Est-ce que tu as une chose à rajouter? Non, non, c'était bien. Ok, c'est cool. Bah, apparemment, on n'est pas trop limité, donc on a peut-être 2-3 minutes pour juste parler du dernier point, c'est la gestion du lifestyle. C'est peut-être un podcast à part entière à faire sur comment bien gérer l'entraînement dans sa vie, mais tu l'avais déjà un petit peu dit, voilà, si tu as 12 heures de boulot par jour, il faut que l'entraînement et que la programmation elle soit concomitante avec son style de vie. Ça, c'était Eyal qui nous disait. L'idée est d'être proactif sur le fait que l'entraînement, la force athlétique, va impacter notre équilibre de vie. Et il a précisé du coup, il faut s'organiser autour du sport que l'on pratique. Ça, je pense que en vrai de vrai, avec cette phrase, il a tout résumé. Faut se dire voilà, j'ai pas un nombre d'heures infini sur la journée. Il faut que je récupère. Il faut que voilà. Et il faut que je fasse les tâches que j'ai à faire dans la journée, parce qu'on a tous du boulot. Même les chômeurs, vous avez des trucs à faire, vous devez pointer à Pôle emploi et aux allocs. Oh, ça dérape. Vous devez arriver avec votre dossier sous la main, comme ça, oui, bonjour. Non, bon, pardon. Mais dans tous les cas, on a tous des trucs à faire, ça nous prend du temps, et il faut intégrer l'entraînement vraiment à ce moment-là. Si vous arrivez, et c'est pas obligatoire, mais si vous arrivez à vous entraîner plus ou moins aux mêmes horaires, les mêmes jours, je vous dis, ça va vous aider au long terme dans votre progression. Faites pas comme lui, là, avec qui je suis en train de parler, mais il s'entraîne le dimanche, le lundi, le mardi, il s'en fout, il enchaîne, il rattrape 6 séances en même temps. Faites pas ça si vous voulez bien progresser. Ça, c'est des mensonges. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, frérot, t'es bon, t'as fini le bloc? Non, je suis à la semaine 2 là. Non, 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 mais par rapport au Non, non. lifestyle, il faut être prêt aussi à ce que tout ça évolue dans le temps. Là, vous commencez, vous êtes peut-être étudiant, vous allez rentrer dans la vie active, vous allez passer par plusieurs phases de votre vie. Il faut être prêt à des fois relier le sport au second plan et peut-être être prêt à sacrifier une de séances ou réduire le temps de vos séances pendant un moment, le temps de trouver votre adaptation et puis pour repartir dans 6 mois. Euh, Par exemple, là, on a eu quelqu'un qui est devenu papa dans l'équipe il y a peu. Bah forcément, derrière, son rythme d'entraînement, il est pas le même. Et c'est bien, en fait, parce qu'il n'y a pas que la force athlétique dans la vie, il y a des choses beaucoup plus importantes. Et les gens qui arrivent, qui au bout de 6 mois, ils ont toutes les collections SBD, ils sont là à la salle tous les jours, parce qu'il y en a, ils sont là à la salle 8 heures par jour. Je ne sais pas ce qu'ils font de leur temps. Mais très vite, en fait, vos ressources physiologiques, psychologiques, elles vont s'épuiser, en fait. Nerveusement, vous allez plus tenir. Puis au bout d'un moment, vous allez faire un ras-le-bol. Essayez, vous Ouais. prenez votre chanson préférée, vous l'écoutez tous les jours, 10 fois par jour, et puis vous allez voir, au bout de 2 mois, vous pourrez plus l'écouter de votre vie. Donc, Vous allez devenir fou, les gars. essayez de commencer bas et, soyez adaptable à toutes les situations. Ouais. Ah, ça, c'est vraiment. Là, je pense qu'on parle à 50% de la communauté powerlifting en disant ça, mais c'est vraiment le nombre de gens. Et nous, on le sait parce on est au sein d'une structure. On est sur Nice. Bon, moi, là, je suis en Estonie actuellement, mais globalement, on est intégré au sein d'une structure, donc on voit les gens passer. On voit des gens qui surinvestissent le sport sur une période de max 6 mois. Ils surinvestissent tout d'ailleurs autour de ce sport, l'aspect communautaire du sport, l'aspect équipement, l'aspect optimisation. C'est les premiers à parler. Je prends les slippers Decathlon, ou est-ce que je prends les Notorious, est-ce que ce sera mieux pour le leg drive? Et 6 mois après, c'est voilà, j'ai saturé de ouf. Mais c'est pas votre faute en vrai. Enfin, si c'est votre faute, mais c'est pas contre vous. Mais vous avez essayé de speedrun le jeu parce que maintenant on a une mentalité dans la vie où tout doit se faire en un éclair parce que tout va très très vite. Mais essayez que votre personnalité elle soit un petit peu plus résiliente que la manière dont le monde évolue. Le monde évolue super vite, surtout quand on vit à travers les réseaux en partie. Et on est tous on est tous renvoyés à ça. Mais voilà, c'est si on parle de ces gens comme ça, s'il y a des gens comme ça qui sont sur ce podcast, essayez de voir un peu plus long terme, les gars. Essayez de pas forcément chercher l'optimisation. Moi, je vous le dis, la première année de force athlétique, j'avais pas de ceinture. Je mettais une ceinture au développé couché. Non, mais j'étais con. Mais après, quand j'ai mis une ceinture SBD, j'ai fait oh, c'est super cool et tout. Je l'ai apprécié et je l'ai jeté dans tous les sens de la salle, etc. Mais même ces choses-là, d'équipement, d'avoir le truc le plus cher dans toutes les dimensions possibles, imaginables, même ça va déjà, beaucoup sont étudiants très jeunes, ça va vous faire un trou dans le budget et ça va surtout vous faire chier. Vous dites voilà, j'ai surinvesti le truc,
Là, j'arrive sur une période plus compliquée, j'ai du mal à m'organiser, les mecs disparaissent. Bon, voilà. En tout cas, si notre approche vous a intéressé, si notre contenu vous a flatté les oreilles, considérez un suivi avec nous. On s'occupe de tout le monde, dans le sens des athlètes du plus petit au plus haut niveau. Avec l'expérience qu'on a, on sait gérer tous les profils. Mais nous, ce qu'on aime par-dessus tout, c'est les profils motivés, assidus et qui sont prêts à s'engager au long terme. Parce que prendre un coach, ça peut paraître anecdotique pour ceux qui n'ont pas un background sportif. C'est une personne que je paye pour un service et tout, et je pense qu'il faut avoir aussi cette mentalité-là. Mais c'est quand même quelqu'un qui peut vous accompagner dans votre pratique et surtout dans votre progression. Et donc là, de facto, on parie sur des facteurs à long terme. Donc voilà, soyez assidus, soyez motivés et envoyez-nous un DM sur Nickel Powerlifting. Visitez le site, on a du merge dessus aussi, mais on a évidemment les informations tarifaires sur tous nos types de suivi. Et voilà, on s'occupera bien de vos objectifs. En tout cas, le coach principal de Nikaya, qui est Johan, sera ravi de s'occuper de vous et de faire vos feedbacks tous les jours dans son magnifique pépin. Oh là là, ça y est. S'en fout, il n'y a plus personne qui écoute. Merci de votre écoute. C'est un podcast, vous l'avez peut-être écouté sur Spotify, peut-être sur YouTube, dans tous les cas. Partagez si ça vous a fait plaisir d'écouter ça. Sinon, on se retrouve vendredi prochain. L'heure, je ne l'ai pas encore défini, mais vendredi prochain, c'est certain, deuxième podcast. Peut-être des invités, peut-être pas. À la semaine prochaine. Merci. À la semaine prochaine. Ciao.